tous les matins, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Très nombreux à nous écouter du côté de Kindia, entre autres, voilà, sur Radio Espace Kania 99.7, sa modulation de fréquence de ce côté. Je le disais tantôt au menu, la parole aux vrais gens. Les tenanciers du bar, restaurant et boîte de nuit continuent donc de subir l'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu les empêche d'exercer leur activité les nuits tardives, pourtant opportunes pour faire des économies. Plus de 900 opérateurs enregistrés évidemment sur l'ensemble du territoire national évaluent leurs pertes à près de 20 milliards de francs guinéens, alors que leur activité ne tourne pas comme d'habitude. Ils n'ont pas bénéficié, ils n'ont bénéficié d'aucun allègement permis d'exploitation, redévances diverses, tarifs d'eau et d'électricité, frais de loyer et bien sûr l'entretien du personnel. C'est un ensemble de charges évidemment qui ont aujourd'hui du mal à supporter. Avec des chiffres, Valis Sako veut faire entendre la voix des tenanciers de bars, restaurants et boîtes de nuit. Nous allons la voir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Oui, il faut le dire, cela fait 1 an que Mori Kanté nous a quittés. Ses enfants proches, étudiants donc de l'Institut des Arts de Dubreka, qui porte son nom, viennent de commémorer donc sa disparition. Des hommages, comme depuis l'année dernière, lui sont rendus. Mais s'il y a une question, c'est bien celle liée à son héritage. Et c'est parce qu'il s'agit de lui que nous pouvons bien en parler ce matin dans cette émission. Artiste de renommée internationale, lauréat du prix des musiques du monde, qui a reçu donc il y a 33 ans son disque d'or, a laissé son nom inscrit à jamais. Guide de la gestion de cet héritage musical, nous posons cette question ce matin chez les GG, et qui assume donc au niveau familial en toute exclusivité. Mesdames et messieurs, nous abordons évidemment le sujet dans les GG ce matin avec un des héritiers. Bala Kanté sera dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée, évidemment avec vous. Allez, beaucoup de réactions ce matin sur notre plateforme, le 657 39 13 13, avec la complicité d'Amadou Sow. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient évidemment. Bonjour les GG, nous vous remercions de votre travail. Lamine, dans ce pays actuellement il y a qu'espace, sinon l'État a démissionné partout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aussi des taximètres qui prennent de l'alcool en conduisant. C'est Mamadou Ouri depuis l'Espagne qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec toujours ces réactions. Eh bien, nous partons avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. L'accident s'est produit donc à Koubia, la sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka. Saboubakar Fatoumata Kamara depuis Somfoniaga qui nous envoie ce message. Nous restons avec cet autre aussi. Bonjour les GG. C'est Sandouno Bakari de Kindia. En ce qui concerne évidemment les accidents sur la route de Dubreka Bofa, l'État n'a qu'à revoir évidemment pour retrouver une solution. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, vous pensez que tous les accidents des engins roulants sont fortuits dans ce pays? La plupart sont rituels de certains crapulés de ce pays pour taire toute source de soulèvement. Réfléchissez, je comprends pas. Il y a des gens qui sont bizarres, sincèrement, quoi, parce qu'on pense que tout est mystique. Voilà, c'est bizarre. Je ne crois pas. Allez, on y va avec cet autre aussi. Bonjour à vous, l'équipe des GG. L'État doit réglementer donc la circulation et revoir l'état des routes, implantation donc des différents panneaux de circulation. Les conducteurs doivent accepter de suivre aussi la formation pour éviter les accidents, car les citoyens qui perdent la vie laissent leurs familles qui ont besoin de leur soutien. C'est Silla Lamine qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, moi c'est Mohamed Souna Silla. Voilà, qu'est-ce qu'il dit lui? L'État fait de son mieux pour régler donc la circulation, mais il y a aussi les chauffeurs qui se droguent. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Un dernier, de ce côté, Maki de Dar es Salaam, nous saluons la mentalité solide de nos cadres qui sont des prisonniers d'Alpha Condé. Il n'y a aucune contradiction entre la sortie du parti et cette tribune des otages politiques. L'UFTG soutient entièrement tous ces cadres injustement emprisonnés. Nous sommes en parfaite harmonie. C'est Maki de Dar es Salaam qui nous
envoie ce message. Nous allons partir de l'autre côté, voilà, avec ces réactions évidemment sur Twitter, entre autres, sur le hashtag Espace GG. Ils sont très nombreux évidemment à réagir de ce côté aussi. Sinon, nous avons Suleiman du côté du Breka qui nous écrit: il n'y a aucune contradiction entre la tribune des détenus politiques et le communiqué donc de la direction de l'UFDG. Merci beaucoup. Voilà, Suleiman Konaté du côté de Dubreka qui nous envoie ce message. On reste avec Citanium également qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Je félicite les 3 signataires de ce courrier, car seul le dialogue pourra nous sortir de cette crise politique. Pourquoi Abdoulaye Ba n'a pas signé ce document? Citanium qui nous envoie ce message. On va rester cette fois-ci avec les tweets évidemment que vous avez bien voulu laisser là sur le hashtag EspaceGG. Voilà, notre page d'ailleurs qu'on vous recommande fortement si vous le souhaitez. En tout cas, laissez des messages de ce côté avec plaisir. Cabinet Condé, Mamoudou Condé, ceux qui réalisent l'émission à la télé évidemment, nous enverrons quelques messages. On y va avec ce premier tweet qui nous parvient, c'est de Alpha Oumar Bari sur le hashtag EspaceGG. Les routes dans notre pays tuent plus que les maladies infectieuses et les virus. L'État doit revoir ce cas. Voilà, merci beaucoup Alpha Oumar Bari qui nous envoie ce message. Youssef Kaba également qui nous écrit: je pratique régulièrement cette route où les camions souvent conduits par des gamins dictent leurs lois. Les minibus qu'on y rencontre également roulent à tombeau ouvert pour faire un aller-retour. La police et la gendarmerie routière ne font que racketter. Regrettable. S'indigne donc Youssef Kaba du côté de PEDN. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Issa Premier Baldé qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, l'état de nos routes, il faut le dire, est chaotique, mais je pense par ailleurs que le plus gros danger est au niveau des conducteurs. Dans ce pays, tu peux apprendre à conduire dans votre cours et pendant 5 minutes t'acheter donc un permis de conduire. Hashtag EspaceGG. Est-ce que c'est votre expérience? Je pose la question, peut-être. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit, Idrissa Mané du côté de Boké qui nous écrit: bonjour la radio école, cette route est catastrophique. Ce que Moïse dit est important, mais nous constatons que ce sont les mineurs, les mineurs apprentis donc, qui conduisent ces camions jusqu'à proximité des barrages et le titulaire prend ce qui est grave. Donc voilà, c'est un auditeur qui alerte ce matin. Nous avons Sompolia Fodé Bangali Fofana également qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG. Nous sommes très déçus à l'UFDG. Au lieu d'accepter le dialogue pour faire sortir ces ténors de la prison, il rejette et contredit la tribune de Ousmane Gawal et ses pairs qui sont en prison donc voilà depuis 5 mois. La politique s'indigne notre auditeur. Nous avons cet autre aussi, Excellence Baldé, le Guinéen qui nous écrit: c'est eux qui sont censés respecter la loi, qui l'ignorent. De plus, en Guinée, pour preuve, regardez dans la circulation à Conakry le matin, tous les VA roulent en sens contraire. Donc voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Barry Abdoulaye Afougoumba également qui nous écrit: la sortie de 3 cadres de l'UFDG prouve que leur parti est complètement déconnecté de la réalité du terrain politique guinéen. Il est temps pour le président Condé de tendre une oreille attentive pour la décrispation de cette situation. Merci beaucoup. On a aussi Ibrahim Khalil d'Antégué Assila qui nous écrit: bonjour les GG, les Guinéens ne réfléchissent jamais en profondeur. Ils sont toujours dans la passion. Sinon, il y a des gens qui ont appelé au dialogue dès après les élections, mais on les a traités de traîtres et de vendus, tels que Tsaya Minimono. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Le non-respect des lois du code de la route, la vétusté donc des engins, la mauvaise qualité des routes, le manque de visites techniques font que la Guinée affiche un taux de mortalité routière élevé et rend les usagers très vulnérables. Vigilance, les routes tuent. C'est évidemment un auditeur qui nous envoie ce message sur Twitter. C'est de qui exactement? Lui, c'est Ibrahim Assouri Kouyaté qui nous envoie ce message sur le hashtag EspaceGG. On reste avec cet autre également qui nous écrit: bonjour les GG. Lui, c'est Saint-Augustin Povogui. Je sais que je nous aide à la régie. Voilà, j'ai bien compris. Allez, c'est Saint-Augustin Povogui qui nous écrit évidemment sur Twitter.
28. Bonjour les GG. Ce cabinet est en train de rigoler là tout seul. Là. Bien. Bonjour les GG. Il est toujours facile de s'opposer quand on est libre de nos mouvements. Imaginez le nombre de temps que ces personnalités ont passé dans les couloirs de la prison, privées de toutes conditions de vie favorables. Il serait mieux de profiter de cette situation. Est-ce qu'on est synchro là? Ben oui, je m'en doute pas. Allez, on va y aller avec évidemment cet autre sujet, mon cher Moïse. Le temps de recevoir notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, évidemment. On parle de visite de Barreau, c'est bien ça? Oui, on n'a pas fini de décrypter. Bien Antoine. Bien Antoine. Bien. Il faut être sage en classe, mon cher Antoine. Bien, allez, il est sage. On y va avec Guiba. Bien, mon cher Guiba. Voilà, donc on parlait un peu de... On parlait de cette... On va pas laisser passer ça. On parlait de... Alors là, pas du tout, moi. Voilà. On parlait de cette tribune des trois, Chérif Ba et Selou Baldé, également Ousmane Gawal, et sans compter la réaction de l'UFDG. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un malaise. Ouais. Il y a un malaise au sein du parti parce que... Mais du côté de l'UFDG, on dit qu'il n'y a pas de malaise. Oui, mais c'est pas de problème, il n'y en a pas, mes chers amis. Voilà. Justement, ça peut être... C'est les militants qui le disent. Oui, les militants qui le disent. Justement, ça peut être un discours politique. Et pas n'importe, je suis désolé. Ça peut être un discours politique. Voilà. Mais nous avons là trois personnages qui sont jugés comme étant des personnages sulfureux, quand même, qui tiennent un discours de conciliation, d'ouverture et de dialogue. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas dans ces circonstances-là, hein, quand même. Hein. Détrompez-vous un petit peu du personnage d'Ousmane Gawal. Moi, je l'ai reçu dans ce studio plusieurs fois. Il y a l'humain dans la civilité, dans la sphère privée. Ben voilà. Il y a aussi le politicien qui est là. Donc ça, on fait la part des choses. Mais moi, je pense qu'il y avait un problème depuis le départ. Ouais. On avait quand même, nous avons appris qu'on aurait dit à Selou Dalen de reconnaître la victoire d'Alpha Condé pour conditionner la libération de ceux qui étaient en détention. Alors, d'après les informations, Selou Dalen n'aurait pas obtempéré parce que peut-être il y aurait aussi une pression des militants de part et d'autre. Oui. Parce que politiquement, vouloir dire, bon, libérer les personnes, nous reconnaissons la victoire d'Alpha Condé, avec tous ces cas de mort, est-ce que c'est un discours qui va être bien perçu, bien compris au niveau des militants? Donc, vous avez un homme qui est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il faut libérer mes gendarmes, et de l'autre, les militants qui sont tombés. Est-ce qu'il faut reconnaître la victoire d'Alpha? Reconnaître la victoire d'Alpha peut peut-être signifier pour beaucoup. Donc, on a sacrifié tous ceux qui sont morts inutilement. Donc, il y a ce facteur aujourd'hui dans lequel le président de l'UFDG se retrouve. Ça, c'est des indiscrétions. Hein. C'est des indiscrétions, voilà, selon les informations qui filtrent. Maintenant, de l'autre côté, ceux qui sont à la maison centrale, il y a l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est les conditions de détention. À un moment donné, vous craquez. Parce qu'on a l'impression que les choses n'évoluent pas. Et aujourd'hui, moi j'ai appris certains qui disaient que quand on partait à la maison centrale, que Abdoulaye Ba, qui n'a pas signé cette tribune, on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il s'est désolidarisé de cette approche? C'est la grosse question. Mais on apprend que lui, il est dans la mosquée. Il passe la nuit dans la mosquée. Il y a aussi, à un moment donné, Étienne Soropogui, je pensais qu'il passe aussi la nuit à la mosquée. Et Ousmane Gawal, compte tenu de son statut avec la France, et lui, on l'avait aménagé un espace là où il était avec Chérif Ba et à un moment donné, Selou Baldé. Donc, lorsque vous êtes dans de telles situations, sans compter les autres qui sont avec 80 détenus, dans des conditions extrêmement difficiles, à 22h, on coupe les lumières et le matin, à 9h, on ouvre les portes et jusqu'à 17h, vous avez le temps de vous promener et de dialoguer. Donc, dans un tel espace, à un moment donné, quelle que soit votre force morale, vous craquez. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ce discours il est fait pour essayer d'aller vers un dénouement pour qu'il sorte de là. À un moment donné vous dites qu'il faut prendre son destin en main parce que si on ne le fait pas, eh bien nous avons des familles, nous avons des responsabilités. À un moment donné il faut penser à aller vers l'ouverture, vers la conciliation. Moi j'aimerais inviter quand même le chef de l'État parce qu'ils disent qu'ils ont confiance à la justice. C'est vrai qu'on ne va pas s'ingérer dans les affaires de la justice, mais à un moment donné le chef de l'État aussi a la solution à portée de main. Il peut à travers un discours, parce qu'aujourd'hui on est dans un dénouement qui se profile à l'horizon, beaucoup veulent dialoguer, donc le chef de l'État, je pense que ce message peut tomber dans de bonnes oreilles pour éviter quand même qu'on puisse longtemps vivre ce scénario qui est un peu gênant pour tout le pays. Donc on peut peut-être aller vers une libération de ces détenus ou tout simplement aller rapidement vers un procès parce que c'est ce que beaucoup demandent aujourd'hui. Maintenant, moi, malaise,
je commence à y croire parce que après, les gens vont se dire, oui, il y a un parti qui est là, mais à un moment donné, s'il y a un statu quo, rien ne bouge. Et il faudrait que nous-mêmes, nous puissions quand même monter au créneau parce que c'est notre vie qui est aujourd'hui, on est aujourd'hui enfermé. Vous n'oubliez pas le scénario de Ismaël Condé qui s'est aspergé de l'eau chaude parce qu'on voulait tout simplement le déplacer. Ouais. Personne ne veut aller dans les cas là où il y a 60 détenus, 80 détenus. Eh bien, les politiques, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous les grandes gueules. Donc je pense qu'il y a un malaise. Il faudrait que de l'autre côté, qu'on puisse aider le président de l'UFDG à ce qu'il quand même trouve un discours médiane pour sortir un peu ces personnes de la détention. Justement, ça rappelle un petit peu, hein, je l'ai envoyé à Moussa parce que j'ai un mémorandum de professeur Alpha Condé, ça date de juillet 2000, voilà, quand il était évidemment en prison ici, où il raconte un petit peu, ça rappelle un petit peu ça. Allez-y, votre lecture, Daouda Mohamed. Vous savez, les Ivoiriens aiment souvent dire en rigolant que celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas la même vitesse de course. Aujourd'hui, la prison, tant que vous êtes dehors, vous voyez le bâtiment, vous pensez que c'est à l'image de votre chambre à dormir. La prison est toute différente. Quand vous êtes en prison, d'abord vous perdez dignité, vous perdez personnalité, vous perdez toute liberté. Vous êtes en prison, vous n'êtes pas vous-même. Vous appartenez à quelqu'un ou à quelque chose. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous n'êtes pas libre de vos opinions. Vous n'êtes libre de rien. C'est quand on veut que vous marchez. C'est quand on veut que vous vous couchez. Aujourd'hui, on a vu, c'est pas la première fois, à la visite du chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, il y a eu aussi ces deux partis qui sont dégagés. Il y a une partie qui a voulu recevoir, en tout cas rencontrer le chef de file Mamadou Sylla. Il y a une partie qui n'a pas voulu. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune surprise qu'il n'y ait que trois. Ces trois, il faut le dire, ne sont pas n'importe qui aux yeux de Cellou Dalein Diallo, mais aussi aux yeux du parti et même aux yeux du pouvoir. Parce qu'on sait c'est qui Ousmane Gawal Diallo, on sait c'est qui Cellou Baldé, on sait c'est qui Chérif Ba. Donc quand ils prennent la résolution de s'exprimer, et avec toute la lecture d'ailleurs que Moussa nous a fait tout à l'heure, de s'exprimer et de toucher à tous les points pour venir conclure à leur volonté, comme ils l'ont toujours dit, la défense de la démocratie, mais aussi leur volonté de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale. Je me dis qu'aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin parce que nous sommes en train de vivre une vie, comme l'a dit Mamadi Kaba d'ailleurs, une vie de ni paix ni guerre. Vous avez aujourd'hui, le pays est dans une situation, quand vous êtes à Conakry, vous avez l'impression de circuler dans une ville qui vient de sortir d'une guerre ou je ne sais quoi. Et qu'on veuille aujourd'hui être jusqu'au boutiste dans un cadre qui pratiquement ne peut pas permettre au pays de vivre sa sérénité. Qu'on veuille aujourd'hui dire non, le dialogue, la réponse à l'appel du dialogue relève exclusivement de la direction nationale du parti. Je suis bien d'accord. Mais cela ne retire pas aussi le droit à d'autres militants, pas de moindre des cadres du parti, d'exprimer leur position. Quand on a toujours chanté qu'à l'UFDG, c'est la démocratie. Donc si la direction nationale du parti a son mot exclusif à dire, cela ne retire pas le droit aux autres militants et cadres même du bureau de ce bureau national d'exprimer leur position. Donc moi, je me dis aujourd'hui, il faut aller à ces dialogues. C'est vrai qu'on a besoin d'un procès équitable, juste. Mais puisque derrière, les intéressés estiment qu'ils sont accusés à tort, pourquoi ne pas aller aujourd'hui vers ce dialogue qui a quand même permis à des moments donnés à décrisper, même pour peu, la situation dans notre pays. Je crois qu'il faut aller vers cet appel aujourd'hui qu'ils ont lancé. Merci beaucoup, Daouda. Allez-y, mon cher Antoine. Il faut, pour commencer, dire que les plus grandes guerres se sont finies autour d'une table. Et récemment, avec le cas ivoirien, on a vu que c'était pratiquement la même chose qu'en Guinée. Le FPI et le RHDP, c'était pas... Il y avait une tension terrible. J'y étais, j'ai vu ce que j'ai vu. Gbagbo revient le 17 juin.
Parce qu'à l'interne, le parti a accepté de fléchir sa position vis-à-vis du régime. C'est pourquoi Gbagbo revient à une date indiquée par le parti. Parce que le régime et le FPI ont tendance à s'accorder sur des points. Il y a eu des fléchissements de part et d'autre. En Guinée, je comprends l'UFDG qui a toujours été berné, trompé de tout le temps par le régime. Aujourd'hui, ils adoptent une position assez radicale, comme pour dire qu'on ne veut plus tomber dans les mêmes pièges. Mais lorsque vous êtes hors de détention et qu'il y a des personnes qui subissent, je me dis que la sortie du parti à travers le communiqué est une bourde politique, surtout communicationnelle. Ouais. On n'aurait pas dû sortir aussi précipitamment après cette tribune des 3 détenus. Ouais. On aurait dû prendre le temps de réfléchir à une réponse à donner. Parce que vouloir le faire ainsi, c'est répondre à ces détenus-là qui sont membres du bureau politique du parti. C'est comme si on avait basculé un petit peu dans l'émotion. C'est une réplique à une tribune de personnes qui sont en détention. Bahouri, rappelez-vous, était en exil pour 4 années. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été abandonné par mon parti politique. Beaucoup de ceux qui étaient émotionnés, qui étaient passionnés, n'ont pas voulu reconnaître que Bahouri a été abandonné. Mais c'est lui qui l'a vécu, c'est lui qui l'a dit. Effectivement. Et donc ceux qui le vivent sont les mieux placés pour témoigner. Aujourd'hui, on ne dit pas que ceux qui sont en détention disent qu'ils sont abandonnés, mais rien que le contenu de la tribune démontre à suffisance qu'ils n'ont pas pris le soin de prendre l'avis du parti pour sortir. C'est comme une sorte d'excès de rester en prison. Ils ne veulent plus y rester. Ils décident de faire une ouverture. Pour celui qui connaît Ousmane Gawal Diallo, et surtout Cellou Baldé, je ne parle pas de Chérif Ba, qui n'est pas assez radical lorsqu'il est un peu modéré, nous le connaissons. Mais Ousmane Gawal et Cellou Baldé, on sait tous que ce sont parfois des personnes qui sont, lorsqu'ils adoptent des positions, ils sont difficiles à convaincre par rapport à des changements possibles. Mais à ce jour, on voit leur nom indiqué au pied de cette tribune. Je me dis que c'est un pas grand qui a été fait. Il serait important que, de part et d'autre, je parle du pouvoir, je parle de l'UFDG, ce serait important qu'il y ait une réflexion à l'interne du parti pour une éventuelle prise de position. Mais c'est un peu trop tard. Le parti a répondu en disant que toute décision relevant d'un dialogue revenait à la direction ou au bureau politique du parti. On le sait tous, mais la méthode choisie pour répondre à ces cadres n'était pas la bonne. Parce que le message que ça leur envoie, ça signifie que vous n'avez pas le droit de parler en notre nom. Bien que vous soyez membre du bureau politique, c'est à nous de dire si on veut aller au dialogue ou pas. Alors qu'on aurait pu le faire d'une manière assez différente afin que l'opinion soit mieux édifiée sur ce que veulent les uns et les autres. Et donc, je me dis, encore une fois, que Cellou, bien qu'il ait ses raisons par rapport à sa nouvelle posture, mais je me dis qu'il doit mieux réfléchir avant d'agir. Je ne parle pas de son entourage, parce que à un moment donné, on a accusé son entourage de ne pas trop bien le conseiller, même si par moment, certains ont été accusés que depuis la détention de ces personnes, ils ne prennent pas la parole. Je vais citer par exemple l'un des vice-présidents qui est, comment il s'appelle, Fodéoussou Fofana, qui depuis belle lurette a donné sa langue au chat, qui ne parle pratiquement plus. On a l'impression que le parti ne se résume qu'à Cellou Dalein Diallo, alors que ceux qui sont en détention sont détenus pour leur prise de position par rapport au parti. Il aurait été important que le parti réfléchisse mieux avant de faire une telle réplique, un tel communiqué qui s'apparente à une réplique contre ses propres cadres. Allez-y. Juste rapidement pour dire, Lamine, que cette tribune aura quand même le don de susciter le débat au sein du parti politique, au sein de l'UFDG, de susciter le débat aussi au sein de l'opinion publique nationale. Parce qu'avant la tribune, qu'est-ce qui se passait? Rien. Avant la tribune, il n'y avait rien, c'était le statu quo. Le statu quo, alors que vous avez des cadres qui sont en prison depuis 8 mois. Rien n'est fait. Alors, le gouvernement, le président de la République, quoique vous ayez été dupé plusieurs fois dans les dialogues politiques, mais il fait le pas, il met en place un cadre de concertation, il nomme le secrétaire permanent. Et le secrétaire permanent doit donc commencer les consultations. Avant même que cela ne commence, il y a un communiqué qui est fait du côté du parti politique pour dire on n'est pas concerné par toute cette histoire-là. Ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que au-delà de la question des prisonniers, là, mais je finis par ça. Dans la tribune, il n'est pas mentionné qu'ils souhaitent que le dialogue soit amorcé pour qu'eux ils soient libérés. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas mis en avant, ils n'ont pas conditionné cela à leur condition d'existence en prison. Non. Ils l'ont dit pour que
les choses puissent au moins avancer. Parce que les lignes bougent. Exactement. L'UFDG a d'autres revendications. Il y a le cas de votre siège qui est fermé. Le parti politique n'est pas animé. Ce qu'on fait, c'est vrai, il y a des efforts pour qu'il y ait ces assemblées virtuelles. Mais ce n'est pas comme si vous aviez accès à votre siège. Merci. Il y a le cas tout de même des dernières élections communales, dont les derniers points n'ont pas été épongés. Il y a beaucoup de points de revendication qui peuvent être des préalables au dialogue, notamment la libération de ces prisonniers. Ça peut être aussi l'un des préalables. Mais si tout cela ne peut pas être discuté autour de la table, où est-ce qu'on va en parler? Bien. Je pense que Cellou Dalein, il est important. Je sais toute la pression qu'il a parce que, même si on ne le dit pas, c'est un monsieur qui est entre deux feux, le feu des pacifistes, des faucons, le feu des colombes et le feu des faucons. Donc il va falloir quand même qu'il prenne le courage sur lui pour vraiment faire de telle sorte qu'on ne puisse pas faire passer le message à ces cadres-là qui sont en prison tel qu'on l'avait fait pour Bahouri. Bien. Voilà. Vous nous regardez partout. Merci de votre fidélité chez les GG. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Tous les matins sur Espace TV également en direct. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. On s'intéresse aux vrais gens, la parole aux vrais gens. Les tenanciers de bars, restaurants et boîtes de nuit continuent donc de subir l'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu les empêche donc d'exercer leur activité. Les nuits tardives, il le dit ce matin, Jacques Léoa Leno. Nous essayons de comprendre, voilà, parce qu'avec des chiffres à l'appui, on parle de plus de 20 milliards de pertes, voilà, il faut le rappeler, alors que leur activité ne tournent pas comme d'habitude. Ils n'ont bénéficié d'aucun allègement. On essaye de comprendre ce matin avec les invités évidemment qui vont intervenir en direct dans cette émission. Et puis le deuxième sujet évidemment, on parle de cet héritage évidemment de Mori Kanté. Cela fait donc 1 an que Mori Kanté nous a quittés. Eh bien, ses enfants proches et étudiants de l'Institut des Arts de Dubreka qui portent donc son nom viennent de commémorer donc sa disparition. Des hommages comme depuis l'année dernière lui sont rendus, mais il y a une question évidemment qui n'a pas encore été évoquée. On essaie de comprendre ce matin avec Bala Kanté qui va nous rejoindre dans la deuxième partie évidemment. Allez, nous partons avec le premier sujet évidemment, la parole aux vrais gens. Les tenanciers de bars, restaurants, des boîtes de nuit continuent donc de subir l'état d'urgence sanitaire. On en parle avec Waly Sako et c'est lui qui nous allons avoir. Mais non, attendez les gars, voilà. Ça commence à bien faire là. Allez, on essaie de comprendre, mon cher Antoine, qu'est-ce qui se passe de ce côté avec les tenanciers et bars? Avec les tenanciers, il se trouve qu'il y a, depuis la prise de décision du chef de l'État d'instaurer l'état d'urgence sanitaire, la plupart d'entre eux n'existent pratiquement plus. Vous savez qu'ils ne vivent que de par le travail de nuit. Les boîtes de nuit, comme le nom l'indique, ne fonctionnent que quand il est 22h, 23h, jusqu'au petit matin. Et aujourd'hui, avec cette instauration du couvre-feu à partir de 0h, ça impacte négativement sur le travail de ces tenanciers de bar et maquis. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur qu'ils lancent. Vous l'avez lu dans le Libellé, qu'ils perdent beaucoup de milliards depuis l'instauration de cet état d'urgence qui dure maintenant depuis pratiquement 2 ans. Depuis la survenue du coronavirus, ces personnes ne vivent pratiquement plus. Beaucoup parmi elles sont en location. Beaucoup ont baillé. On parle de 20 milliards quand même. Justement. Sur quoi on se base par ces chiffres? Il est là, il va y répondre. Évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que parmi eux, la plupart ne sont pas installés sur les domaines qui leur appartiennent. Les domaines qu'ils exploitent sont les domaines loués ou baillés. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un problème véritable à l'interne qu'il va falloir élucider, raison de sa présence dans nos locaux. Dans nos locaux. Bienvenue. Monsieur Waly Sako, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour, monsieur l'ami. Voilà, vous êtes le président donc le tenancier bar restaurant de Guinée. Vous êtes avec nous. Ces chiffres, justement, moi, ça, je ne sais pas, sur quoi vous vous basez à dire que vous avez une perte de 20 milliards de francs guinéens? En fait, Lamine, c'est très concret tellement qu'on ne peut pas se justifier longtemps par rapport à ça. Parce que vous savez bien que nous sommes des entrepreneurs
Et les lieux, comment justifier les lieux qui abritent nos structures respectives ne sont pas pour nous, forcément. Vous comprenez? Et ces lieux-là, on appelle ça les charges fixes. Nous continuons toujours de les payer depuis l'apparition du Covid. Vous comprenez? Oui. Ces charges fixes sont là. En plus de cela, pendant la relance économique annoncée par le Premier ministre, il y a la charge de l'eau et de l'électricité qui était au moins provoquée, on ne faisait pas part. Ouais. Vous comprenez? Donc, dans ça, nos factures d'eau, d'électricité nous attendaient. Oui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de les payer. Oui. C'est des charges qui sont énormes. Je comprends très bien, mais comment... Allez-y, Mafoudi. En fait, alors, ce qu'il veut savoir, c'est les 20 milliards dont vous parlez. Comment est-ce que vous avez obtenu? Est-ce que ça prend en compte l'ensemble des tenanciers enregistrés dans votre réseau? Oui. Comment vous les avez? C'est plus que ça. L'ensemble des tenanciers enregistrés sur notre réseau, on a presque 1022 aujourd'hui enregistrés au sein de l'AGT. D'accord. Vous comprenez? Oui. Et pendant ces 1022, nous prenons la moyenne. Au minimum, le loyer minimal de chacun, parce que si voir, comme on appelle, ceux qui sont à Diamond Plaza et ainsi de suite. Ouais. Allez-y. Vous comprenez? Oui. Ces gens payent le minimum 4 millions. Par mois. Par mois. Le minimum de salaire de tous les tenanciers de la République. J'ai fait une approximation. Quoi. Ouais. Vous comprenez? Oui. Ça fait 4 millions par personne. Nous avons 1022. Imaginez 1022 multiplié par, comment on appelle, 4 millions par personne. Ça fait combien? C'est jusqu'à presque 48 milliards. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous comprenez? Et ces tenanciers sont jusqu'à présent, ils continuent toujours de payer le loyer. Il y en a même qui sont menacés d'expulsion. Il y en a plein. Vous comprenez? L'État ne peut pas tenir compte de cela. Et j'ai toujours prôné quelque chose. Le secteur le plus touché, le secteur le plus accompagné, partout dans le monde, partout là où le Covid a sévéré beaucoup, mais partout dans le monde entier même, c'est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Tel n'a pas été le cas de chez nous. Vous comprenez? Oui. On a beaucoup demandé, rien. On nous a donné des... Contrairement aux opérateurs culturels. Il faut le rappeler. Contrairement aux opérateurs culturels. Même pour vous, les hôteliers et autres, il y a quand même eu, à un moment donné, le président de la République, d'abord dans le plan de riposte que le Premier ministre a présenté, vous étiez prévu dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas été prévu parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup bataillé pour avoir au moins des mesures d'accompagnement que dalle. Bien. Vous comprenez? Et cette dernière sortie, parce que quand on parle de tenanciers des bars ou des restaurants et autres, cette dernière sortie du président de la République, on a vu également, même les restaurants restent fermés. Oui. Pas que des... Pas officiellement. Que des, officiellement, non, c'est ce qui a été dit. Parce que quand on vous prend, vous payez quelque chose. Ça fonctionne. Hein. Non, ils ont dit que c'est fermé. Oui. Officiellement. Officiellement, ils ont dit. Oui. Ça veut dire que lorsque vous ouvrez, vous allez au compte courant de la décision. Oui. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris le temps de dire que le restaurant ne peut pas être, par exemple, concerné par cela parce que c'est un lieu de manger? J'ai même fait des écrits adressés à notre ministère du tutelle qui est le ministère du... Dans le micro, s'il vous plaît. À notre ministère du tutelle qui est le ministère du tourisme et de l'hôtellerie. Vous comprenez? J'ai adressé des courriers à leur endroit en leur disant que il faut notre fonctionnement parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Vous comprenez? Et à cela, les gens qui ouvrent de façon clandestine, bien vrai qu'ils sont conscients de l'existence du Covid, mais ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont le dos au mur. Ils continuent toujours de payer les charges fixes. Donc, même conscient de l'existence du couvre-feu ou bien conscient de la fermeture du décret, si tu n'as pas de quoi manger, mon frère, si le Covid ne te tue pas, la famille va te tuer. Allez-y, dernière question. C'est quoi parce que je pense que dans de la dernière sortie du président, il a ramené le couvre-feu jusqu'à 0 heure, je pense. Et est-ce que vous avez une idée de ce que vous faites comme chiffre d'affaires c'est-à-dire pendant la nuit? Je me rends compte que c'est pendant la nuit que vous faites les plus gros chiffres d'affaires. Ouais, des bénéfices. Donc, exactement. Alors, à ce jour, avez-vous mis en place une stratégie pour aller vers non seulement la primature, mais aussi vers votre ministère du tutelle, afin de forcer un tout petit peu la main? Ben oui, on vient d'adresser un courrier. La dernière fois, on était en réunion avec les gens de la culture, s'il le faut, vous comprenez.
en train de jumeler les forces pour aller rencontrer les autorités en place. Parce que vous savez déjà, quand on parle, le nom indique boîte de nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Oui, mais vous savez comme moi que les boîtes de nuit fonctionnent. Vous vous enfermez jusqu'à 4h du matin. Moussa. Après, les gens sortent pour partir. Oui. Ou bien c'est ce que les gens font le contraire. Ah, je comprends. Vous comprenez? Ouais, ils font le contraire. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que tout le monde ne peut pas soudoyer les agents de sécurité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand ils passent devant ces boîtes-là, ils deviennent aveugles, ils ne voient pas. Il n'y a rien à voir circuler. Si le fond, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Ouais. Monsieur Valli, vous comprenez? Cette question, ils sont fatigués du paiement, c'est-à-dire de rester à la maison. Ils ont le dos au mur. Ouais, donc, ils sont j'ai envie de vous entendre sur un témoignage. Oui. Vous nous le confirmez ou non? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des forces de l'ordre ou même des cadres de ce pays qui ont des espaces de loisirs des restaurants, il y a du 2 poids 2 mesures. Ils acceptent qu'on ouvre leur espace et qu'ils ordonnent à ce que les autres soient fermés. Est-ce que vous êtes témoin de cela, qu'il y a des personnes dans ce pays qui ont des boîtes de nuit ou même des espaces de loisirs qui sont ouverts malgré tout et qui font fermer pour les autres? Ah ben oui, mais moi je peux citer ici par là, comment on appelle la Net Club, le Baron et autres. Citer les noms. Vous comprenez? Le Baron appartient à qui? Oui. Ça appartient à qui, le Baron? Bon, c'est des Libanais. Je sais pas, ils sont avec eux, ils ne sont pas. Dites-nous les noms clairement, parce qu'à Kipé, par exemple, il y a des espaces là-bas. À Kipé, à la Bellevue, à Dixine, on sait qu'il y a des espaces de loisirs qui appartiennent à des cadres de ce pays qui sont souvent ouverts. Mais si tu as des noms, dites-nous des noms. Bon, maintenant, si tu as des noms, moi, personnellement, c'est vous le président. Je suis le président. C'est vous le président. C'est à vous de nous dire clairement qui sont ceux qui ouvrent et qui ordonnent à ce que les autres soient fermés. Jusqu'aujourd'hui, moi, je te dirais que personne n'ouvre. Officiellement. Mais officieusement qui ouvre? Officieusement, je ne sais pas. Ceux qui ouvrent officieusement, ces gens se sont en l'encontre. Vous avez cité le Baron par exemple. Oui, mais ça c'est officiel. C'est officiel? Oui, mais les hôtels Sheraton, c'est officiel. Kamayen, c'est officiel. Le Baron n'est pas un hôtel. C'est une boîte de nuit. Non. C'est dans l'hôtel. C'est dans l'hôtel. Le Baron, c'est une boîte de nuit. D'accord. C'est dans l'hôtel, oui. C'est vrai, vous parlez du Baron, d'aucuns aussi en parlent. Maintenant, si on vous demandait aujourd'hui de rouvrir, peut-être à minima, comme ça se fait dans certains pays, qu'est-ce que vous pouvez par exemple recommander à l'État et quelles garanties vous faites pour qu'on puisse vous libérer? Oui, l'année passée, j'ai dit la même chose. Avant l'apparition des vaccins, j'ai demandé à ceux qu'on accepte notre ouverture. C'est-à-dire les lieux qui abritaient hier 50 personnes, on peut les exiger 20 personnes. Minimum. Au moins, la distanciation est possible. Vous comprenez? Et on va demander à ceux que le lavage régulier des mains et la prise des températures soient au moins strictes à la rentrée de ces lieux de loisirs. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Alors, d'accord, pas de souci. Il est curieux ce garçon-là, c'est pas possible. Vous avez un bar, une boîte de nuit? Moi, j'ai des restaurants. Vous avez des restaurants? Bien. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission ce matin, monsieur Sako, c'est bien cela, Valli Sako, il est le président financier et bar donc de restaurant de Guinée. Merci beaucoup. Allez-y, vas-y. Moi, je demanderai à l'État qu'ils acceptent notre ouverture totale. Nous avons déjà pris des précautions. Nous sommes en train de les adresser des notes pour leur dire que tous les enfants qui évoluent avec nous sont prêts à se faire vacciner. Vous comprenez? Et ils sont en train de se faire vacciner. Nous pouvons demander à carte de vaccination à l'entrée de ces structures, de ces lieux de loisirs. C'est possible. Et vous savez aussi, c'est dans ces lieux de loisirs que tout se discute. Donc facilement, on peut passer le message de vaccination. Quelle est l'importance de la vaccination, ainsi de suite. C'est important. Mais ce matin, en donnant vos chiffres, vos pertes, on a imaginé un tout petit peu vos chiffres d'affaires. Et il y a un monsieur qui est à la tête de l'Office national de tourisme, vous le connaissez? Non. Lui, il estime qu'il est rentré hier d'Espagne, où il est allé prendre part à une grande organisation, il a représenté le Rouge Jaune Vert. Il dit qu'il était très très heureux de vous entendre ce matin, énonçant ces chiffres-là. Il dit dans un secteur dans lequel pas plus de 3 boîtes de nuit ne s'acquittent de leurs taxes. Et ils ont tous des permis. Il dit dans 10 jours, vous entendrez parler de la puissance publique. Merci beaucoup. Moi, je dirais tout de suite là à Alain Junior que ces tenanciers qui sont là aujourd'hui, la plupart payent leurs taxes communales, impôts communaux. Au gouvernorat? Au gouvernorat. Comprenez? Même si tu as une gorgotte aujourd'hui,
les agents de l'impôt viennent devant vous. Vous comprenez? Non, mais en fait, je suis totalement d'accord avec Lamine. C'est pas je veux bien au dire tenancier d'aller vers l'État. C'est au rôle de l'État de vers structurer tout ce qui relève d'un département. Merci beaucoup en tout cas, M. Sako. On est pris par le temps malheureusement. Allez-y, Mafoulia. Je veux juste ajuster ça. Il est important que cet État soit dans la prévision, dans l'organisation. Même dans les pays où il y a des milliers de morts, ils ont commencé à ouvrir. On ne peut pas avoir 100 et quelques morts et fermer tout. Je pense qu'il faut voir tout ça. Ce sont des pères de famille. Et puis les Guinéens ont besoin. Non, Lamine, c'est important. C'est une réalité. On a aujourd'hui la France qui est notre modèle en tout, qui est en train de... On ne peut pas arrêter de vivre. On a compris que Covid, c'est pas pour demain. Si c'est sport, ils vont faire concert en Côte d'Ivoire, ils vont au Mali, ils vont un peu partout. Pourquoi pas ici? Donc on essaie de voir. Parce que ce qu'il a dit, c'est important. Même la vaccination de masse a commencé. Et rien qu'avec ça, on peut commencer à ouvrir. Il est important. Le travail n'est pas que la journée. Il y a le travail la nuit. Oui. On travaille aussi la nuit. Il faut qu'on libère la nuit pour nous qui travaillons la nuit. Au fait, voilà. Je vais souligner quelque chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, le secteur est minimisé. Mais nous sommes des pourvoyeurs d'emploi. Vous comprenez? La quasi-totalité des jeunes filles aujourd'hui évoluent avec nous. Si vous voyez la prostitution a plus d'ampleur aujourd'hui, c'est parce que ces lieux sont fermés. Et si tu n'as rien à manger, tu es à la maison. Mais écoutez, tu n'as pas de quoi faire. On t'appelle, tu es tenu obligé. Non. Écoutez, tu es tenu obligé de partir chercher de quoi manger. Même si tu as le numéro de qui comme ça, tu peux te livrer à quelqu'un parce que tu n'as pas envie. Mais le ventre a besoin. Vous comprenez? Et donc, qu'ils comprennent, si le Covid ne tue pas, la famille va tuer. Bien. Merci. Le message est passé. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Valis Sako. Il est le président tenancier de bars et restaurants de Guinée. Les GG continuent sur Radio Espace. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Culture, cette fois-ci, dans cette émission, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, notre deuxième invité n'est autre que donc l'un des héritiers de Mori Kanté, Bala Kanté, avec nous dans ce studio. Avec lui, on essaye d'évoquer ce sujet, quoique, voilà, très sensible, il faut le rappeler. Quid de l'artiste, de l'héritage de l'artiste Mori Kanté. On essaie de comprendre ce matin. Bonjour Bala et bienvenue chez toi. Bonjour. Bien. Bonjour. Allez, on s'intéresse évidemment à cette actualité. Allez-y Antoine. Oui, Bala, comment allez-vous? Et dites-nous ce qui ne va pas concrètement. On apprend des choses qui ne sont pas très belles à entendre, notamment l'héritage de Feu Mori Kanté. Mori Kanté, c'est une icône de la musique guinéenne, reconnue mondialement. Vous êtes son fils. Dites-nous concrètement, c'est quoi le problème aujourd'hui? Bonjour, tout d'abord, j'aimerais remercier la maison de la télévision Espace TV, commencer par son directeur, son PDG, M. Lamine Girassi, qui n'arrête pas de fournir assez d'efforts pour la jeunesse, sans oublier son directeur, M. Moussa Moïse Silla, et l'ensemble de tous les travailleurs de la maison. Et je remercie aussi le chef de l'État, M. le Président de la République, le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement qui a soutenu la famille lors du décès, qui nous a soutenu, qui a soutenu la famille lors du décès de mon père. Je reviens par rapport à votre question. À l'heure actuelle, depuis le décès de notre père, il y a eu beaucoup de problèmes compte tenu de la sous-section, compte tenu des biens que notre père a laissés. Donc, nous avons eu à faire 2 rencontres de réunions familiales qui se sont très mal passées. Donc, pour cela, moi, j'ai jugé nécessaire d'aller vers... Ouais, je comprends. Peut-être pour prendre un petit peu le décor, mon cher Moussa, c'est important que les auditeurs sachent. La fratrie, il y a combien de femmes? Il y a eu une assignation. Ce qui a rendu, ce qui a permis cette émission, c'est que cette affaire est dans le domaine public maintenant, puisqu'il y a une assignation en reddition de comptes, liquidation, partage et paiement de dommages et intérêts. Donc il y a déjà une procédure donc judiciaire et il est noté que Mori Kanté
ce qui est reconnu, c'est une femme, une veuve donc, et 14 enfants, si je ne m'abuse. Et il s'agit de la gestion de tous les biens qu'il a laissés et à Conakry, en Côte d'Ivoire, à l'étranger. Et donc, il soupçonne, notamment lui et certains enfants qui sont également présents, certains sont également présents sur le territoire national, soupçonnent donc une partie de la famille de vouloir s'accaparer tous les biens à leur détriment. Donc, parce qu'on n'a pas assez de temps, expliquez-nous la réunion familiale qui s'est tenue. Parce que vous avez, j'ai vu le procès verbal du conseil de famille des héritiers de Faux Méré Kanté. Vous avez les biens qui ont été énumérés ici. Ces biens-là, notamment les biens immobiliers, l'argent, les comptes bancaires ici, je vais citer ça plus tard. Alors, au cours de la réunion de ce conseil, il aurait été décidé que tout cela soit géré par l'unique veuve qui est reconnue, notamment Madame Sira Kouyaté, épouse de Feu Méré Kanté. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, voici le sujet. Nous n'avons pas accepté. Parce que elle, tout d'abord, notre père n'a rien laissé comme testament, comme documentation pour la famille. Et si elle déjà, elle se présente qu'elle va prendre 50% dans le bien, et que la résidence de Kipé appartient à elle et ses enfants, et qu'elle se permette encore que les autres 50% de biens entre nous les enfants qui sont en dehors de la foyer, du foyer de notre papa, soient partagés entre nous et ses enfants. Elle a pris cette décision devant tout le monde. Unilatérale. Voilà, donc voici pourquoi j'ai essayé de la faire comprendre comment ça se passe dans les lois, la justice, dans le droit. Elle n'a pas compris parce que déjà, elle s'est fait accompagner par certains membres de la famille, les sages de Kissidou, certaines personnes qui sont autour d'elle. Donc, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Et donc, pour cela, elle nous a dit que si nous ne voulons pas accepter qu'elle prend les 50% et que les autres 50 soient partagés entre nous, les autres 7 enfants et ces 7 enfants, elle nous demande d'aller à la justice, d'aller à la loi. Elle est prête à nous répondre. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour ne pas qu'il va y avoir des problèmes dans la famille, moi, j'ai jugé nécessaire d'aller vers la loi. C'est la loi, c'est la justice qui peut faire le partage entre les enfants et les veuves. D'accord. Devant l'huissier, je vais citer ça, vous avez reconnu que il y a des comptes bancaires que Montréal a laissés en France, un compte bancaire à la BCG en Guinée, un compte bancaire à NCA, et que votre défunt père déposait des revenus de ces différents concerts à travers le monde entier. Un des comptes bancaires en France, au dire donc de certains de ses enfants, de ses épouses, que chaque concert pouvait lui rapporter entre 70 000 et 100 000 $. Que votre défunt père donc était actionnaire du côté de la SACEM, donc, et qu'il avait 16 disques d'or, qu'il possédait une Cora en or massif, des trophées de platine, un chapelet de 11 diamants, et que monsieur donc Kébé Kanté, qui est l'un de vos frères, et il aurait pris donc certains instruments de musique appartenant à votre défunt père pour les emporter aux États-Unis, qu'il a un centre artistique et culturel dénommé Méré Kantéya, et beaucoup de biens immobiliers, une cité en chantier qui comprend des bâtiments, un espace donc occupé par des locataires, et que l'un des héritiers occupe une partie de l'espace vide laissé donc en chantier dans cette cité, et qu'il y a des magasins un peu partout, une pharmacie du côté qui a été donc ouverte du côté de Nongo, donc sur le domaine de votre père, Night Club également, loué à 5 millions de francs guinéens par mois, toujours au quartier Nongo, et que votre papa avait pourtant le projet sur ce terrain de construire une station service de carburant qui lui tenait beaucoup à cœur, et que cette occupation non autorisée par l'un de ses fils donc a donné lieu à une profonde frustration de votre défunt père. Un hôtel en fonction au bas-fond de Nongo qui appartient toujours à votre défunt père, une grande résidence de 2 pentes différentes, dont une française, une américaine, de 9 chambres. Donc beaucoup de biens, des villas à Kwaleya, à Matoto, ainsi de suite, et des hectares du côté de Sanoya, qui auraient été détournés selon vous par Dame Mbalia Magasuba. Donc, alors, au regard de tout cela, Mbalia Magasuba, c'est qui Mbalia Magasuba? C'est noté ici. Team Production. Team Production. Ok. Mbalia Magasuba a détourné le terrain? Bon. Parce que c'est noté là. C'est ce qui est noté là. Voilà. C'est noté. Ouais. Mon père a acheté le terrain à Mbalia Magasuba. Ouais. Et mon frère confirme il a vu, et nous savons tous que le papier
tout était à la maison. Mais dans les discussions, ils veulent camoufler la chose. Parce que pourquoi on a mené tous ces documents à la justice. 2 hectares et demi à Sanoya. C'est ce que mon père a eu de la part de Mbalia Makasuba, confirmé. Et j'en suis témoin de cela. Et ça fait 1 an que ces personnes, cette dame et ses enfants gèrent les biens. On ne fait pas de compte rendu. 5 francs que nous touchons. Avec vous parlez? Notre Marat. Ok. Elle gère les biens avec ses enfants. Ils en font en profiter d'autres personnes de ces biens-là et que nous sommes là en location. Ils sont dans les villas, dans les résidences. Nous sommes en location dans les situations très difficiles avec le Covid. Donc, et les biens, on ne fait aucun compte rendu. Et moi, ma sécurité est menacée par elle et ses enfants. Elle a dit qu'elle va s'en occuper de moi. Et ses enfants disent qu'ils s'en occuperont de 3 jours. On m'agresse même dans les rues. Parce que moi, j'ai voulu que l'âme de notre père repose en paix. S'il y a dans la famille, on n'arrive pas à s'entendre, ce n'est pas elle qui va faire le partage. Elle demande, elle va faire le partage. C'est elle qui doit faire la succession. Sans qu'on se concerte, sans qu'il y ait un procès verbal, sans qu'il y ait un jugement d'hérédité. Est-ce que vous voyez? Donc moi, à mon niveau, pour que l'âme de mon père repose en paix, ça fait 1 an que son bien n'est pas partagé en tant qu'un musulman. Donc voici pourquoi j'ai saisi la justice. Alors vous saisissez la justice. C'est Bala Kanté qui s'exprime aujourd'hui. Vous êtes 14 au total. Il y a 7 avec votre marâtre. Vous êtes 7 autres. D'aucuns vivent au Mali et ailleurs en Guinée, Abidjan et autres. Votre combat, votre expression aujourd'hui, est-ce que c'est Bala Kanté ou c'est le reste des enfants? Les héritiers. C'est Bala Kanté. Ok. C'est Bala Kanté. Pourquoi? Parce que c'est Bala Kanté qui a quitté en Côte d'Ivoire, qui est resté. J'ai fait 16 ans. Je suis à côté de mon père. Mais est-ce que vous êtes concerté avec les autres enfants? Est-ce que certains de vos frères et sœurs, quoique officiellement lésés, parce que je rappelle que Manamba, qui est connu, et sa sœur ne font pas partie des 7 enfants de votre mère, de la marâtre. Exactement. Est-ce que, quoique étant dans la même situation que vous, ils vous soutiennent dans le combat que vous menez? Vous savez que la famille est divisée, complètement divisée. Moi, je parle de moi. Nous, on a fait notre procuration à mon nom. La question de Daouda, au nom de mon frère. Parce qu'il y avait une réunion de famille. Est-ce que ceux-ci ont pris part à cette réunion de famille? Est-ce qu'ils partagent aujourd'hui votre démarche? Bon, il y a eu une réunion de famille. Je ne connais pas leur position. Je connais pas leur position. Donc les autres observent. Étant un des fils responsables, étant un des fils de Mori, pour que son âme repose en paix, je pense que la justice est la solution. Bien. Bala Kanté avec nous dans cette émission ce matin en exclusivité. Allez-y, Moussa. Juste pour dire comment les comptes bancaires sont gérés. Est-ce que c'est scellé? Est-ce que c'est fait, puisqu'il y a une procédure judiciaire en cours, ou bien la gestion continue d'être faite par la veuve? Vous savez, avec le certificat de décès, on peut connaître tout. Et ce certificat de décès a été fait par l'un des enfants de mon père sans nous concerter. Et c'est cet enfant-là qui s'est dit qu'il est Mori Kanté, qui joue, qui se prend comme responsable de la famille. Il détient tous les biens à Conakry. Il s'appelle Kader Kanté. C'est ce dernier qui détient tous les trucs. Donc avec ce certificat de décès, nous sommes au courant de rien. Vous ne savez pas. Notre père a un compte bancaire, notre père a une fortune colossale à Abidjan, à la BAT. Bien. D'accord. En Europe, un peu partout. Dites-nous, c'était quoi la relation avec votre père? Est-ce que vous étiez proche? Vous vous entendiez bien? Je m'entendais très bien avec mon père. Mon père, c'est une personne excellente. J'étais chez mon père, c'est cette dernière-là qui m'a fait sortir de chez mon père. Elle m'a chassé. Elle a mis la pression sur mon père pour que je quitte à côté de mon père. On m'a mis au dehors. En plein mois d'août, le vieux. Ce que je ne comprends pas en fait, pourquoi c'est vous le problème? Parce que les autres, moi je pensais que vous représentez les 6 autres enfants évidemment concernant cette affaire. Pourquoi les autres ne parlent pas? Je parle de Manamba, je parle des autres enfants de votre père. Non mais Moussa, c'est important qu'on le sache en fait. Parce qu'au concert de votre papa, je n'aimerais pas me focaliser sur les décisions. Alors Bala, moi j'ai un problème là. Je veux que les biens soient partagés équitablement en tous les moi j'ai un problème. J'ai un problème là. J'ai un problème 14. Est-ce que c'est pas 13 contre 1? Est-ce que les autres aujourd'hui, parce qu'on aurait appris, vous n'êtes pas venu au concert de Adafo organisant un hommage de votre père, et que vous aurez même posé une condition en disant que pour que vous veniez, il faut que les autres quittent.
Est-ce que vous confirmez cette information? Non, je n'ai pas posé cette condition. Cette information, elle est la faute. Bien. Voilà, je n'ai pas posé cette condition. J'évite. Je vous ai dit qu'on m'agresse. Ok. Verbalement et physiquement dans les rues. Je vois. Des grandes gueules. Vous créez de la panique. C'est impossible. Qu'est-ce que vous dites des titres de votre papa? Vous pouvez les interpréter, vous pouvez les chanter, vous pouvez en tirer profit? On m'a interdit, cette dernière, elle m'a agressé. Elle m'a interdit de ne pas chanter parce que j'ai interpellé 3 chansons de mon père. Elle a fait un messagerie vocale, je l'ai avec moi. Elle dit pourquoi je chante les chansons de mon père. Elle m'a fait des menaces. Elle m'a interdit. Que pourquoi je fais. Et elle me demande que je vais payer des droits d'auteur à mon papa. Moi, ce que j'ai envie de comprendre. Et que les droits là seront à la merci des autres enfants. Elle m'interdit. Il y a eu combien de milliers d'artistes qui ont interprété les chansons de mon père? Pas moi. Moi, ce que j'ai envie. Je suis artiste. Ce que j'ai envie de comprendre, je vous écoute et ce que beaucoup de Guinéens vous écoutent. Certains ne sont pas contents. Moi, particulièrement, je ne suis pas content du tout. Au regard de l'homme qu'a été Mori Kanté, il n'est pas honorable que sa mémoire soit. Que l'héritage soit traité comme on voit actuellement. Mais s'il y a des problèmes, il faut qu'il en parle, comme Antoine. Je ne parle pas de lui. Voilà. Je parle de la famille. Ok. Dites-nous clairement, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Qu'est-ce qui a créé les problèmes entre vous et votre belle-mère, entre vous et la famille? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette mésentente au sein de la famille qui aurait dû être unie? Et je crois unie, vous aurez dû être fort. Qu'est-ce qui a causé le problème? Le problème, c'est notre marate. C'est elle qui a divisé la famille. Voilà, vous savez, si elle se retrouve dans le foyer et qu'elle et ses enfants, ils ont la nationalité française, ils sont en Europe, et que les autres enfants de Mouri sont éparpillés un peu partout en Afrique. Est-ce que votre père aussi n'est pas fautif? Non, notre père. Attendez. Non, notre père. Attendez que je finisse. Attendez que je finisse tout de même. J'ai pas fini. De son vivant. Attendez. J'ai pas fini. De son vivant. Vous avez posé une question. Non, la précision elle est importante. Oui. De son vivant, si Mouri avait rétabli l'ordre, si Mouri avant de mourir avait pris le soin. Non, attendez que je finisse. Il est décédé, il ne peut pas se défendre. S'il te plaît, Moussa. Moussa, je suis avec son fils. Voilà, allez-y. Si de son vivant, votre père avait pris le soin de bien organiser les choses, vous pensez qu'aujourd'hui on serait assis là en train de parler d'héritage alors que tout aurait été bien planifié? Vous ne le pensez pas? Maurice ne pouvait pas ordonner s'organiser parce que il était accompagné par une femme et des enfants. Lui, c'est une star planétaire. C'était le père de famille. Oui, c'était le père de famille, mais il est occupé par sa musique, il est occupé par son travail. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qui lui ne peut pas résoudre. Moi, j'ai une précision. Chez votre maman, vous êtes combien? Chez notre maman, nous sommes 2. J'ai mon grand frère qui est à Abidjan. Bien. Nous sommes 2. Voilà, Bala Kanté était avec nous dans ce studio. On va revenir forcément évidemment sur ce sujet. Pourquoi pas la semaine prochaine en tout cas. C'est parti là-dessus. Merci. De dernière minute. One ball. Okay. Voilà, parce qu'il y a un problème. Si on ne prend pas garde, c'est que l'équipe féminine de handball de Guinée doit participer normalement à la Coupe d'Afrique de handball qui doit se tenir au Cameroun. Donc cette information que nous avons reçue. Donc l'équipe normalement à quelques jours du coup d'envoi de la 24e édition de la Coupe d'Afrique de Nations handball féminin, rien ne rassure que la Guinée sera au rendez-vous au Cameroun pour cause de dossier de l'équipe est toujours bloqué entre la primature et les finances. Aucun fonds n'est débloqué pour accompagner le CID féminin de handball. Donc et si on ne participe pas à cette rencontre, d'abord la Guinée risque d'être suspendue pour 4 ans, assortie d'une amende de 80 000 euros. Donc ça veut dire à cause d'une somme, jusqu'à présent cette équipe est bloquée en Guinée. Bien. Et ce dossier d'enquête, oui, la semaine prochaine, nous parlerons donc de beauté, nous parlerons de Komigi, parce que le dossier est relancé par l'invitation qu'a reçu donc le comité à la tête duquel se trouve Johanna Barry, qui donc a été invité à prendre part à Miss World 2021. Donc, ça veut dire que sur le plan international, c'est bien son comité qui est reconnu et qui reçoit cela. Mais encore plus piquant, c'est que je suis tombé sur un courrier qui a été adressé à Madame la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Un courrier qui est une sorte de mémo donc cacheté, signé par Johanna Barry, et dans lequel
Bien. Lequel, hein? La suite, ça serait la semaine prochaine, évidemment. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission, à Kabine Kondé, à Mamoudou Kondé, à Mafata Sano, toute l'équipe du côté de la régie. Ça fait plaisir évidemment de vous servir cette semaine. La semaine prochaine, nous serons encore là pour votre plaisir. Prenez soin de vous. Demain, c'est Madame Yoro que vous allez retrouver évidemment pour d'autres aventures. À lundi, bon week-end par anticipation. Au revoir.